Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons évoquer principalement deux sujets d'actualité, hein. La première question a trait à l'exploitation du pétrole nigérien. Monsieur le Président, après les difficultés sur ce sujet avec le Bénin, y aurait-il d'autres difficultés avec nos partenaires chinois? L'on se pose cette question quand on sait que nous avons connu une pénurie d'essence au mois de mars dernier et que plusieurs responsables de la chaîne d'exploitation du pétrole ont été sommés par le gouvernement de quitter le territoire national. Qu'en est-il, Monsieur le Président? Je crois que le ministre de la Justice, le ministre du Pétrole et la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, à son temps, ont fait un point de presse. Mais il est également important que nous disions quelques mots par rapport à cette situation. D'accord. Le Niger est le pays qui a tiré les leçons de la spoliation de ses ressources plus que tout autre pays au monde. La France a passé plus de 50 ans, j'ai dit depuis 1968, qu'elle est dans le domaine de l'uranium au Niger. Si vous partez à Arlit, la seule voie goudronnée a été réalisée sur budget national par le défunt président Tandja Mamadou, Allah lui accorde sa rahma. L'aérodrome d'Arlit est toujours en terre battue. Et quand j'avais demandé une fois pourquoi, la réponse qui m'a été apportée, c'est que si on faisait ça en asphalte, donc ce qu'on appelle communément goudron, ça va se fissurer. En terre battue, ça ne se fissure pas. En goudron, ça se fissure. Dans les pays où nous avons les tremblements de terre, des volcans, les aéroports ne sont pas en terre battue, ils sont en goudron. C'est pour vous dire encore une fois de plus le mépris culturel, civilisationnel que ces Français ont pour les Nigériens. Nous avons tiré les leçons de la fermeture de la Cominac. Aujourd'hui, Orano s'est retiré des travaux de réhabilitation du site de la Cominac, où ils ont passé plus de 50 ans à s'enrichir sur le dos des Nigériens. Et ils laissent cette tâche-là aux Nigériens. Puisque ce n'est pas des Français qui meurent, c'est des Nigériens qui meurent. Ce n'est pas les nappes phréatiques françaises qui sont polluées, c'est les nappes phréatiques nigériennes. Par rapport à ça, en toute responsabilité, nous avons commandé un audit de l'exploitation du pétrole au Niger. Pour ce qui est de l'uranium, tout ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Les premières conclusions ont montré des manquements importants dans l'exploitation du pétrole. Exploitation également qui a abouti, il faut le rappeler, et le rappeler toujours grâce au président Tandja Mamadou, Allah lui accorde sa rahma. Au moment où on riait de lui, on se moquait de lui, ces mêmes personnes-là, de Taïwan ou les Kao, ce sont ces mêmes personnes qui ont dit qu'il n'y a que de l'eau dans le sous-sol nigérien. Il n'y a pas de pétrole. Et que Tandja serait un illuminé qui pense que les Chinois peuvent venir lui extraire du pétrole. La suite, tout le monde la connaît. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. L'un de l'autre, nous avons fait conduire un audit dans tous les domaines, que ce soit au sein de la SORAS, au sein de CNPC, NP, au sein de WAPCO. C'est ça. Ce que nous avons découvert ne nous permet pas de nous taire et de continuer
à spolier le peuple nigérien comme il l'a été avec l'uranium. Nous avons relevé les premiers points de divergence avec lesquels nous avons approché nos partenaires chinois de Soraz, CNPC-NP et WAPCO à travers leur DG pour leur montrer les griefs que nous avons par rapport à l'exploitation de notre pétrole qui a cours jusqu'à date et que nous devons impérativement changer pour éviter que l'histoire se répète. Ils ont pris note, ils ont demandé qu'il y ait un écrit avec le relevé de ces griefs-là, ce qui a été fait à travers le ministère du pétrole. Il était convenu de se réunir souvent pour débattre, échanger et trouver des points d'accord. Malheureusement, les 3 DG ont méconnu la souveraineté de notre pays. Ils ont cherché à se comporter comme Sylvain Ité sur notre territoire. Nous avions dit que malheureusement nous sommes au regret de constater qu'ils ont la mémoire courte. Les relations entre la Chine et le Niger sont des relations anciennes qui ont connu des moments de turbulence avec ces mêmes régimes que ces DG de la CNPC ou de Soraz ou de WAPCO protègent parce qu'il y a des intérêts mafieux communs, jeux auxquels on n'est pas prêt, nous, à jouer. Parce que nous avons juré pour dire que entre nous et le peuple, Allah est le témoin, et celui qui trahira l'autre, Allah lui rende justice. Les croyants croiront et sauront que tout ce que nous ferons, c'est l'intérêt de notre pays que nous mettons en avant. Jamais notre intérêt. Je regrette de voir dans les écrits, même si je sais d'où ça vient, que voilà, les gens ont des marchés de plusieurs milliards, mais le trésor est là. Le trésor nigérien a le luxe de payer plusieurs milliards de commandes publiques. Mais un peu de bon sens. Le trésor qui, pour pouvoir payer les soldes de 179 000 fonctionnaires, c'est ce même trésor-là qui va se donner le luxe de payer des commandes d'un ministère à plusieurs milliards. Où est-ce qu'il a ces milliards-là? Ils n'ont qu'à aller voir la directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique. Elle doit être actuellement sous observation. Parce que c'est la fin du mois. Ah oui. Donc, nous avions dit que nous ne sommes pas prêts à jouer ce jeu de corruption. Ce que nous ferons, c'est dans l'intérêt supérieur de nos populations que nous avons juré devant Allah de ne jamais trahir et que nous ne trahirons jamais, Inch'Allah. Je vais vous donner quelques points de divergence. Par rapport au salaire, quelle est la justification que ces gens-là donnent? Que les travailleurs expatriés ont un niveau de vie élevé dans leur pays et que leur salaire ne peut pas être comparé à celui des Nigériens. La même citation que les Français, dernièrement avec ceux qu'on a nationalisé, la Nigérienne des eaux. Des eaux, tout à fait. Où un expatrié français a dans les 20 millions de salaire de francs CFA, avec 500 millions de compléments
salariale à la fin de chaque année pour les 3 expatriés qui étaient à la Société nationale des eaux à l'époque. À l'époque, c'est ça. C'est ce même comportement que ces DG ont voulu reprendre au Niger. Ouais. Je vais vous donner quelques points d'indication. Le DG des CNPC, nigérien, DG adjoint. Le DG adjoint qui est nigérien, le DG est chinois. C'est ça. Le salaire du DG adjoint nigérien est inférieur à l'UITS de l'assistante du DG chinois, parce qu'elle est chinoise. J'ai dit bien inférieur à la retenue, Oui, tout à fait. impôt sur le salaire de l'assistante. Et c'est le DGA nigérien qui a ce salaire-là. Ouais. Imaginez les autres. Ouais. La DGA WAPCO qui est nigérienne, son salaire est de 21 900 000 inférieur au salaire de son DG chinois. Ouais. Tous vivent sur notre territoire. Donc s'il y a un train de vie, il est uniforme pour tous les employés de Soraz, de CNPC ou de WAPCO. Puisqu'ils travaillent dans le même environnement avec ça. Les mêmes cherté de vie, si c'est cherté de vie, ou facilité de vie, si c'est des facilités de vie. Mais comment est-ce qu'on peut nous opposer l'argument parce que les autres sont des expatriés, ils peuvent avoir des écarts de ce niveau. Et quand je parle de DGA. Ouais. Et les simples agents ouais. Simples manœuvres, quel est leur salaire? Nous avons dit que non, nous ne pouvons pas. Après les salaires, ils ont, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé à travers la signature de ces accords-là, même s'il y a des dispositions d'ouverture. Le pipeline qui quitte Koulélé jusqu'à Sémé, les 1950 km, c'est le Niger qui garantit ce pipeline. Ouais. C'est sur le pétrole brut du Niger que ce pipeline est garanti. Contre toute logique, contre tout bon sens, le Niger n'a pas construit ce pipeline-là. Il y a une société chinoise choisie par l'entreprise chinoise qui a construit le pipeline. C'est à elle de garantir le pipeline. Ouais. Ce n'est pas sur le pétrole brut du Niger qu'on doit garantir ce pipeline-là, où c'est un contrat entre deux privés. Pourquoi l'État du Niger va garantir? Et pour ça, c'est des centaines de milliards qui sont programmés pour que le Niger paye ces montants à travers le pétrole brut. Il y a beaucoup d'autres points de divergence que rationnellement et compte tenu de l'expérience que nous avons eue, nous ne voulons plus que ça continue dans ce sens. Et ça, nous l'avons dit, quand il fallait revenir pour la troisième rencontre, les 3 DG chinois ont refusé d'assister. J'ai dit bien, ont refusé d'assister. Ils ont envoyé des représentants qui eux-mêmes, au cours de la réunion, ont été rappelés par ces DG pour qu'ils quittent la réunion. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Les gens n'ont rien retenu de ce qui s'est passé entre la France et nous. Mais ce qui est plus dramatique, c'est que l'ambassadeur de Chine était informé au jour le jour de cette situation. L'ambassadeur de Chine que nous considérons comme étant le représentant de l'État chinois au Niger, qui doit servir de courroie pour que
dans chaque situation qu'une solution rationnelle soit trouvée conformément à leur slogan gagnant-gagnant. Ah oui. Mais ce n'est pas ce à quoi nous avons assisté. Il y a beaucoup d'autres points que je ne m'étalerai pas ici à dire qui ont caractérisé cette tension qui s'est fait remarquer pendant un certain moment, qui a jusqu'à conduit le Niger à demander le départ de ces 3 DG et leur remplacement par la Chine. Mieux, ils disent que soit c'est les 3 DG là qui reviennent ou personne d'autre. Ah oui. C'est pour vous dire ce qui se passe. Et ça, l'ambassadeur est au courant, comme il est au courant de beaucoup d'autres choses que nous lui avons personnellement dit de vive voix, soit à travers un ministre d'État ou bien à travers ma propre personne. D'accord. Donc, c'est ce qui fait que nous ne sommes plus disposés à donner la joue gauche, parce que Orano nous a giflé sur la joue droite. Nous ne sommes plus disposés à donner la joue gauche à quelque partenaire que ce soit. Que tous ceux qui veulent venir au Niger investir, qu'ils viennent investir parce qu'il y a des intérêts à investir au Niger. Nous savons que la France est en train de tout faire pour dissuader les investisseurs. Et ça, je ferai également une petite extrapolation pour vous dire que les Français sont partis jusqu'à concevoir des prises d'otages des ressortissants occidentaux et autres sur le territoire nigérien pour dissuader, dans un premier temps, les investisseurs à venir. Dans un deuxième temps, comme ils l'ont dit, contraindre l'Union européenne à rester avec eux pour revenir au Niger. C'est ça. Ce que je dis est vérifiable. Celui qu'ils ont utilisé pour cette sale besogne s'appelle Boubacar Dabungel. Celui qui a utilisé 3 bandits, certainement c'est des surnoms, ce n'est pas leur vrai nom. Il y a Momo, il y a Ibrahim, il y a Omar. C'est eux qui ont d'abord en Algérie enlevé un Espagnol vers Tamanrasset. C'est eux qui ont enlevé une première Autrichienne, à Agadez. Ensuite, ils ont enlevé une Suissesse à Agadez toujours. C'est le même Aboubakar Dabungel. Et c'est une planification des Français, des éléments sont là, et ils veulent toujours être les pyromanes qui reviendra jouer aux sapeurs-pompiers. C'est pour vous dire la perversion de la politique française qui a cours, qui couvre dans le lit du lac Tchad, je ne l'ai pas dit, des abus sur nos compatriotes et les compatriotes nigérianes, tchadiennes certainement, camerounaises, où ils ont transformé le lac Tchad en un camp de proxénétisme ouvert. Les différents chefs terroristes. Abou Oumaima, il a 4 épouses. Mais en plus de ces 4 épouses, il a plus d'une 50aine d'esclaves sexuels qu'ils appellent les Kouyangu. Kouyangu, K-O-U, Yangu, Y-A-N-G-O-U. Pour ceux qui écrivent en français, et pour ceux qui écrivent en anglais, c'est de supprimer les O. Ils auront le nom Kouyangu. Il a plus de 50. C'est la même de l'autre Habib, lui également, en plus de ses épouses officielles, il a des Kouyangu.
Bakoura, il a 50 conteneurs à lui seul que les Français lui ont acheminés pour servir d'habitat à ces Kouyangou. Ouais. Ce sont des jeunes fillettes de 10 ans, 11 ans ou plus qui sont kidnappées et qui sont exploitées non seulement par ces terroristes et leurs chefs, mais également par les forces françaises qui sont dans le lit du lac Tchad. Ils sont dans le lit du lac Tchad à travers leurs instructeurs. Actuellement, c'est une dame, certainement ce n'est pas son vrai nom, elle se fait appeler Sarah, mais nous savons que ce n'est pas son vrai nom. C'est elle qui forme les femmes dans ce qu'ils appellent les Nguemas, ceux qui sont formés pour aller commettre des attentats suicides. Ça, c'est la France, le pays de liberté et de la démocratie qui couvre des actes comme ça. Et face à une Union européenne, rester aveugle. C'est des situations comme ça que nous ne voulons plus vivre. Cette même France qui a transporté des terroristes dans le nord de notre pays, ils croient qu'on ne le sait pas. Mais de l'autre côté de la frontière, c'est une position que les Français ont fait occuper par les terroristes de Abu Umaima à compter du 25 janvier. Ils sont partis par vague. Le 25 janvier, c'est 150 qui sont partis sous le commandement de 7, ce qu'ils appellent caïds, c'est-à-dire les commandants des opérations. 7 caïds ont conduit une compagnie à 150 hommes. Ils se sont installés, suivis en février d'un deuxième groupe, lui constitué d'une cinquantaine de Nguemas. Les Nguemas, ce sont ceux qui commettent les attentats suicides. Et pour quel objectif? Le site pétrolier nigérien, auquel ils ont promis aux terroristes, quand ils vont occuper les champs pétroliers nigériens, et là nous l'avons dit également à l'ambassadeur chinois, quand ils vont occuper les champs pétroliers nigériens, ils vont partager les revenus avec ces forces néocoloniales qui ne sont plus des forces djihadistes ni terroristes. Le terrorisme, ils l'utilisent comme mode opératoire. Mais ce n'est pas une appellation. C'est ça. Donc ces forces composées d'auxiliaires tirailleurs néocoloniaux sont positionnées là-bas pour conquérir dans un deuxième temps le champ pétrolier nigérien. Nous l'avons dit à l'ambassadeur, nous avons dit mieux à l'ambassadeur quand ils se sont engagés dans des négociations en septembre, octobre, avec Salah, Mahmoud Salah, qui a été pris le 22 février par les forces armées libyennes. Libyennes, c'est ça. Les Chinois étaient partis le voir pour lui proposer 10 millions suite à l'attaque exécutée par Moussa Kounami le 21 juin dans la zone de Tesker. Donc ils sont partis le voir pour lui dire: nous vous proposons 10 millions de dollars pour que vous ne vous attaquiez plus à nos infrastructures. Ces 10 millions de dollars devaient transiter à Paris par l'intermédiaire d'une dame qui est docteur Mena, je ne la connais pas. D'accord. Elle se connaît, peut-être les Nigériens aussi la reconnaissent ou la reconnaîtront. Docteur Mena qui va servir de point focal en liaison avec les Nigériens qui sont en fuite et réfugiés entretenus par l'État du Nigeria. Mahmoud Salah fera le mouvement. Nous savons où il a passé, où il a obtenu des passeports et il devait se rendre au Nigeria, à Abuja ou à Sokoto pour récupérer ce transfert-là, certainement en ayant laissé des commissions aux intermédiaires. Nous avons appelé l'ambassadeur et j'ai dit au ministre d'État, ministre de la Défense, de l'appeler pour lui dire que nous sommes au courant et que si notre coopération doit continuer, il faut qu'il s'assure que ces virements-là ne soient pas faits. Ils l'ont suspendu, mais c'est suspendu, je l'ai dit, suspendu. Et je dirai pourquoi. Le 1er mars,
il y a eu un autre contact qui a été pris. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Chinois qui a été enlevé par les mêmes groupes de Sala et autres, Moussa Kounaïmi. C'est ça. Nous avons suivi les Français qui étaient en train de planifier cette opération. Nous avons là également appelé l'ambassadeur de la Chine pour lui notifier. Voilà l'intention des Français. Faire feu de tout bois pour prendre le contrôle du champ pétrolier d'Agadem. Ils ont envoyé à travers les Moussa Kounaïmi, le Mahmoud Salah, des éléments pour kidnapper des expatriés chinois et réclamer de l'argent. Nous l'avons informé. Je l'ai mieux orienté vers la DG2SE pour lui faire un mémo qu'il doit transmettre à ses compatriotes qui sont sur le champ pétrolier. Qu'aucun Chinois ne bouge sans escorte. Qu'aucun Chinois ne bouge sans escorte. Il a pris note, on lui a remis le mémo, il est parti. Moins d'une semaine après, on apprend un Chinois s'est levé avec un véhicule, 2 gardes, pour sortir en mission. Et pire, l'itinéraire qu'il a suivi, personne n'est au courant de cet itinéraire-là. Pour faire simple, la route qu'il a suivie, personne n'est au courant de cette route-là. Il s'appelle Zhao Wendong. Ils sont partis en cours de route, comme par magie, ils ont été interceptés. Nos 2 gardes qui l'accompagnaient ont été abattus. Abattus, carrément. Lui, il a été enlevé. Pour vous dire, le 1er mars, ils se sont déplacés, les Chinois, pour aller à l'intérieur d'un pays voisin, négocier avec ces mêmes bandits qui ont enlevé le Chinois pour leur proposer 15 millions de dollars et 150 véhicules 4x4 de type Toyota. Quand nous avions appris ça, là également, nous avons convoqué l'ambassadeur pour lui dire cette façon de faire n'est pas de nature à reconforter l'État nigérien à avoir confiance. Ils ont fait semblant de suspendre, mais nous avons appris le 22 de ce mois de mai que le Chinois a été libéré sans que personne ne sache. Il a été tranquillement amené vers Djibela, il paraît, et déposé avec une réserve alimentaire. Le Chinois qui devait aller le récupérer a tout simplement dit aux gardes qui assurent toujours leur sécurité, nous allons dans tel secteur chercher quelque chose. Il ne leur a pas dit la mission. Pour vous dire comment les gens travaillent, nous c'est la conviction qu'on a de mèche avec ces bandits. Imaginez que le dispositif d'accompagnement soit un dispositif léger et que des gens qui sont de toutes les façons sans parole de l'autre côté bien sûr tendent une embuscade à nos gens. C'est encore d'autres expatriés enlevés qu'on va déplorer. Et on va indexer le Niger, les FDS nigériennes d'incapacité. Parce que c'est ce qu'il faut faire comprendre au monde. C'est ça l'intoxication. Donc ils sont partis, ils l'ont récupéré. Ils l'ont récupéré. Ils n'ont pas informé les autorités nigériennes. Rien. Ils l'ont rapatrié ici à Niamey. Et je crois que le 22, il a pris un vol et il est parti. En Chine.